C'est la rentrée, retour de nos plateaux Web TV sur Savoie News avec notre premier invité, Cédric Vial. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour Laurent. Vous allez bien, Cédric? Très bien, très bien. C'est la rentrée. Quels sont les sujets que vous retenez en ce lundi? C'est une rentrée un peu particulière, marquée évidemment par les questions de l'inflation qui touchent encore la plupart des ménages, notamment les plus modestes dans tout le pays. C'est aussi une rentrée qui est marquée par le manque de main-d'œuvre. Qui pose un certain nombre de difficultés économiques un peu atypiques, puisqu'aujourd'hui on a des activités qui sont ralenties parce qu'on ne trouve plus les bras pour travailler. Ces deux rentrées qui sont un petit peu particulières, puis bien sûr c'est la rentrée des classes. C'est ce matin dans les Bauges, je crois. Voilà, ce matin dans les Bauges, je ferai quelques établissements, notamment aussi dans la semaine, dans des lycées. Mais voilà, c'est un événement annuel, mais qui concerne énormément de familles, mais aussi l'ensemble de notre société. L'actualité, c'est aussi l'éboulement en Maurienne. Je pense que oui. Vous y êtes intéressé. Vous étiez la semaine dernière avec le ministre. Oui, c'est l'événement le plus important. C'est la SNCF qui nous rappelait ça depuis l'éboulement de Nantua en 1978. L'éboulement le plus important. On sait qu'il reste encore des blocs accrochés à la falaise qui peuvent s'écrouler, ce qui rend plus difficile les opérations de remise en état. On est forcément très sensible parce que c'est un axe majeur non seulement pour notre département, pour la Maurienne, mais aussi au niveau international avec l'Italie, qui est probablement encore plus isolée que nous ne le sommes par la fermeture du tunnel ou de l'axe ferroviaire. Je sais qu'on fait tout ce qu'on peut pour ouvrir l'autoroute normalement d'ici la fin de la semaine. La RD 1006, ça prendra probablement quelques mois avant qu'on puisse la rouvrir, mais l'autoroute sera gratuite en attendant quand elle aura pu être protégée et réouverte. En revanche, on est un peu plus inquiet sur la capacité à réouvrir la voie SNCF et la voie ferroviaire. Et puis une petite symbolique, la Coupe du Monde de rugby. Vous étiez samedi au Parc de Verdure pour accueillir l'équipe de la Namibie. Oui, Aix-les-Bains qui accueille une équipe comme en camp de base, l'équipe de la Namibie. On espère qu'elle ira le plus loin possible, même si elle-même, je pense, se fait pas trop d'illusions. Et malgré tout, on les suivra de près parce qu'ils ont décidé d'inscrire leur camp de base en Savoie. Et on suivra évidemment l'équipe de France, où on espère qu'elle nous donnera toutes les raisons d'être fiers de notre pays dans cette compétition qu'on accueille. On rentre dans le cœur du sujet. On va parler bien sûr de votre mandature. Vous êtes à mi-mandat. Voilà 3 ans que vous êtes sénateur. Entre Paris et bien sûr les territoires savoyards, vous avez souhaité rester en contact avec la population. Oui, ça va faire 3 ans. On a l'impression que ça passe vite. C'était un des engagements que j'avais pris aussi auprès des collègues. Et puis c'était un peu ma manière de faire jusqu'à présent que j'ai voulu faire perdurer, de rester au contact du terrain, entre guillemets, connecté au terrain, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez fait les 273 communes savoyardes? À la fin du mois, au début octobre, j'aurais fini. J'avais pris cet engagement en 3 ans, de faire le tour de l'ensemble des communes et de passer le temps avec chaque maire ou chaque conseil municipal du département. Quels sont les thèmes récurrents que vous retrouvez à travers ces dialogues? Alors, ça dépend. On a un territoire qui est très varié, avec des territoires de montagne, des enjeux touristiques, des territoires de plaine avec des enjeux qui peuvent être agricoles ou industriels. Donc, on a un peu tous les sujets. Ça dépend vraiment des secteurs sur lesquels on avance. Certains territoires qui ont des problèmes de développement, avec des problèmes avec l'habitat permanent, par exemple, ou avec des développements économiques. D'autres territoires qui, eux, sont plutôt en difficulté avec des problèmes qui sont liés à la ressource, avec l'inflation, la baisse des dotations, etc., qui les rend en difficulté. On a un territoire très varié. Le rôle que je me suis assigné, c'est à la fois d'être à l'écoute de chacune de ces spécificités pour pouvoir les porter, soit au niveau local quand ils ont des difficultés que je peux les accompagner pour essayer de les régler, j'estime que c'est mon rôle, soit au niveau national pour faire en sorte que dans les sujets nationaux, on puisse prendre en compte les spécificités de nos territoires savoyards. En tant qu'ancien maire des Échelles, j'imagine que vous avez les bons réflexes et les bons mots pour ouvrir le dialogue. On va parler de votre participation sur l'activité législative. Là aussi, vous avez un regard très pointu. Je pense avoir réussi aujourd'hui à
à faire mon trou, entre guillemets, et avec un investissement, évidemment, on ne peut pas être partout, plus fort sur certaines thématiques. C'était le cas pour moi, par exemple, sur les enjeux éducatifs, puisque c'est les sujets sur lesquels je suis le plus investi, sur les questions des directeurs d'école, du handicap à l'école, etc. Mais aussi sur l'aménagement du territoire. Je faisais partie de la commission spéciale sur le ZAN, zéro artificialisation nette des sols, qui est un enjeu majeur d'aménagement dans les prochaines années. Voilà, mais bien sûr sur la période du Covid et les enjeux sanitaires, avec là aussi des particularités savoyardes. On est le département de France qui a été le plus touché par le Covid, avec la fermeture des remontées mécaniques et tous les enjeux qui étaient derrière. Alors, un autre point, ce sont un sujet local, voire international, le Lyon-Turin. On s'en dit des choses, on a vu des manifestations. J'ai l'impression qu'on avance de 2 pas, on recule d'1 pas. C'est complexe comme dossier. Oui, alors c'est complexe aujourd'hui, les choses pour moi sont assez simples. Le tunnel est en train d'être creusé, il sera creusé, ça ira jusqu'au bout. En 2032, on aura un tunnel entre la France et l'Italie. Maintenant, la question, c'est celle des accès. C'est beau d'avoir un tunnel, mais il faut que les trains puissent aller jusqu'au tunnel. Et la question des accès, côté italien, elle est réglée. Il n'y a plus que les Français qui doivent se positionner sur les accès. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on attend une décision du gouvernement. On tourne en rond. Hein. On tourne un petit peu en rond. Une consultation a été faite auprès de l'ensemble des élus. Il y a un assez large, pas dire consensus, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a un large consensus, une immense majorité d'élus qui se sont positionnés pour un tracé qu'on appelle le grand gabarit. Et on attend depuis une décision du gouvernement. Tous les trimestres, on espère qu'on va l'avoir, et on est toujours un peu dans cette attente. Je pense que ce qui s'est passé en Maurienne avec les éboulements relance le sujet. On voit bien que la ligne historique, elle n'est pas complètement protégée, et elle nous met dans une situation qui est pas évidente pour les échanges économiques, et ça renforce l'enjeu de ce Lyon-Turin qui lui serait sous tunnel et aurait été protégé de ce type d'événement. On a vu le ministre la semaine dernière, il nous a dit que sa position était très claire. On lui a dit chiche, si elle est très claire, affirmez-la et on y va. Autre thème, la montagne, parce que vous aimez la ruralité, mais nous sommes dans un territoire de relief. Là aussi, il y a beaucoup de sujets en cours qu'il faut travailler à bras-le-corps. Oui, évidemment, quand on est élu en Savoie, on ne peut pas se désintéresser de ces enjeux. Alors, la montagne, elle est diverse. On pense évidemment aux enjeux économiques liés au tourisme, avec des enjeux dans les prochaines années, les prochaines décennies qui sont majeurs, de diversification de la montagne, des enjeux de développement, mais développement maîtrisé, compatible avec le respect de l'environnement, avec les enjeux fonciers. On voit aujourd'hui des prix qui s'envolent dans les territoires de montagne, et plus on va réduire la consommation du foncier, plus on prend le risque que les fonciers s'envolent, avec un effet corollaire, c'est que les habitants ne trouvent plus, n'aient plus les moyens de rester vivre au pays, et donc avec tous les enjeux que ça peut avoir derrière. Donc on a des enjeux majeurs d'équilibre pour garder les habitants permanents, notamment au pays, continuer à avoir un développement qui fait un peu ce que la Savoie est devenue aujourd'hui. C'est plus de 50% du PIB de la Savoie qui dépend de l'activité touristique en montagne, et même l'activité de la plaine qui en dépend. Mais la montagne, c'est aussi l'agriculture, une agriculture spécifique qu'il faut là aussi préserver. On pense tous aussi à la question de la prédation et du loup, qui est un problème qui est de plus en plus prégnant en montagne, même si maintenant il se diffuse jusque dans les plaines. Voilà, donc il y a des enjeux qui sont vraiment particuliers et que j'ai plaisir à défendre. C'est des sujets qui durent. Est-ce qu'on va en trouver des issues un jour? Parce que le logement, par exemple, on voit bien que les prêts sont à l'arrêt, les taux sont énormes. Côté des promoteurs, on se pose pas mal de questions pour remplir les derniers appartements ou sites qui sont disponibles. On ne trouvera jamais d'issue complètement, parce que dès qu'on réglera un problème, il y en a un autre qui émergera. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut quand même s'en préoccuper. Il y a des solutions. Aujourd'hui, on s'est battu, par exemple, pour certains territoires, pour les faire reconnaître comme territoires en tension, qui permet d'avoir un certain nombre d'outils pour les collectivités, qui leur permet de faire ce qu'on appelle des BRS, des bails sociaux, qui permet, par exemple, de
louer la maison sans louer le terrain, afin de pouvoir faire baisser les prix et de réserver des terrains à de l'habitat permanent. Ça permet de juguler certains prix. On est en train d'essayer de chercher des solutions pour, en termes d'urbanisme, réserver des zones pour de l'habitat permanent. On cherche des solutions et je pense que certaines des solutions viendront de la montagne. Il faut qu'on les invente pour nous, peut-être qu'on pourra les diffuser sur le reste du territoire, mais aujourd'hui, les particularités qui sont les nôtres font que si on ne trouve pas des solutions chez nous, pour nous-mêmes, elles ne viendront pas d'ailleurs. Et vous êtes très attaché à la nature, peu le savent, mais vous êtes président de la réserve naturelle régionale du lac d'Aiguebelette, et vous y tenez. Et vous êtes aussi le référent de la Via 5 Lacs, où on va pouvoir traverser la région à vélo. Et ça commence à prendre forme. Oui, alors c'est deux projets assez différents, mais qui se relient. La Via 5 Lacs, c'est une voie verte ou une véloroute qui va relier le lac Léman au lac de Paladru, en passant par le lac d'Annecy, le lac du Bourget et le lac d'Aiguebelette. C'est un grand projet qui va faire une sorte de projet d'itinérance de plus de 150 km à l'échelle de la région. C'est un projet immense. Et sur la réserve du lac d'Aiguebelette, c'est mon territoire de cœur, effectivement. Et là, c'est un lac qui est un joyau de notre territoire, probablement parce qu'il a été préservé depuis longtemps par les élus, par les agriculteurs du secteur qui avaient été assez visionnaires finalement pour éviter un développement à tout crin et le préserver. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à préserver ce lac, sa biodiversité, et de rendre compatible sa préservation avec les enjeux aussi économiques et touristiques et les conflits d'usage qui peuvent exister. Voilà, donc c'est une fierté pour moi aussi de veiller sur ces enjeux. Vous allez retourner au Sénat dans quelques jours. J'imagine qu'il y a des sujets brûlants. On a vécu la sécheresse particulièrement sévère cette année. Ça amène la gestion de l'eau qui devient, je dirais, un peu de l'or aujourd'hui. Je ne supporte pas l'idée que demain, on va devoir prendre une douche un jour sur deux ou qu'on va parce qu'il va falloir rationner l'eau. Je pense qu'il faut qu'on ait des réflexions comme les hommes ont toujours fait depuis qu'ils sont sur cette planète pour essayer d'adapter nos besoins à la ressource et éventuellement avoir une politique intelligente de l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la stocker. Quand elle tombe en abondance et qu'il en tombe trop, il faut qu'on soit capable de la stocker. Ça veut dire les particuliers être capables de stocker l'eau pour le jardin, pour la chasse d'eau, voilà. Mais ça veut dire aussi pour les usages industriels, agricoles ou économiques ou touristiques, qu'on soit aussi capable de la stocker. Il y a aussi l'éducation du grand public à remettre en cause. Bien sûr, et ce qui relève du bon sens doit redevenir la règle. Là, on s'aperçoit des discours politiques, mais comme vous dites, qui sont en train d'éduquer à l'envers un certain nombre de nos concitoyens, à l'envers du bon sens. Je dis à un moment donné, quand on sait qu'il pleuvra toujours autant, c'est ce que nous disent les grandes études, etc. Mais il va pleuvoir en moyenne 23% de moins dans les prochaines années pendant la période estivale. Et par contre, on aura des chutes d'eau supérieures à l'automne ou en hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura plus de crues, plus d'averses importantes et d'épisodes orageux importants en hiver, et plus de périodes de sécheresse en été. On ne peut pas se battre contre la nature, c'est elle qui gagnera toujours. Par contre, on doit pouvoir vivre avec elle, et vivre avec elle, c'est comme on l'a toujours fait, être capable de juguler un petit peu, parce que l'objectif, c'est pas la planète ou les hommes, c'est comment on concilie les hommes sur la planète. Et concernant l'énergie, on passe à tout électrique. On voit les voitures électriques qui arrivent. On voit le changement de comportement là-dessus. Est-ce qu'on va arriver à avoir suffisamment de ressources? Est-ce que là aussi, il ne faut pas, je dirais, cadrer un peu les choses? Alors, c'est un grand sujet, hein. Oui, c'est un grand sujet. Évidemment qu'on a besoin de décarboner notre économie, qu'on a besoin d'aller vers peut-être plus d'électrique. Est-ce qu'on verra le tout électrique ou est-ce qu'on sera passé à l'hydrogène avant qu'on ait vu le tout électrique? Je n'ai pas la réponse à ça. Un grand débat. Moi, je suis très inquiet de ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui dit qu'un Français sur deux qui a acheté une voiture électrique le regrette. Satisfait, oui. Voilà. Et deuxièmement, le bilan carbone n'est pas aussi bon qu'on veut bien le dire. Alors, bien sûr qu'on va progresser. Ce sont des choix politiques. Oui, c'est des choix politiques. Alors, le choix politique de pousser à l'électrique, c'est une manière de
de faire progresser aussi la recherche, la science, pour faire en sorte qu'on améliore le bilan des voitures électriques, on améliore le fonctionnement demain. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait au point. Bon, Cédric Vial, c'est la rentrée, vous restez positif malgré tous ces sujets Bien qui sûr. sont des vrais sujets d'actualité. On a la chance d'être dans un département qui est dynamique, avec plein de ressources, même si, bien sûr, qu'on a des difficultés ici ou là et qu'on va essayer de les régler, mais voilà, je pense qu'on a à la fois cette mentalité de résilience qu'ont tous les montagnards, et en même temps, ouais, la vie est belle, il faut en profiter. Merci de votre présence sur Savoie News et à bientôt sur le terrain ou au Sénat, pourquoi pas. Merci Laurent, à très bientôt.